Alors salut à tous, je suis Quentin du blog quentinpaquiré.fr. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je reçois beaucoup de questions de la part de mes clients. Souvent, ces questions sont assez répétitives en fait. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait une liste des questions que je reçois le plus. C'est une liste qui, quel que soit ton profil, va t'aider notamment si tu commences en musculation. Donc je vais essayer de schématiser, je vais simplifier, je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses passer à l'action dès aujourd'hui. Et mon but, c'est que avec toutes ces réponses, tu puisses améliorer ton programme d'entraînement et que tu puisses atteindre tes objectifs plus rapidement. Voilà, je te propose qu'on passe déjà à la première question. Alors, perdre du gras, c'est la base de la base dans le domaine du fitness et de la musculation. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à atteindre cet objectif, mais tu vas voir que le concept, il est simple. En fait, ce qui se passe, c'est que pour perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique. En d'autres mots, pour perdre du poids, il faut que tes apports caloriques soient inférieurs à tes dépenses caloriques. Si tu es en déficit calorique, quel que soit ton profil, que tu sois débutant, avancé, que tu sois plus jeune, moins jeune, que tu sois un homme ou une femme, tu vas perdre du poids et tu vas perdre du gras. Finalement, tu as deux indicateurs sur lesquels tu peux jouer. Tu as les apports caloriques, donc c'est via l'alimentation. Il va falloir réduire tes apports caloriques et augmenter ta dépense calorique en faisant du sport, que ce soit du cardio à haute intensité ou de la musculation, ou quel que soit le sport que tu fais. Si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du gras. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir continuer l'activité physique et continuer à manger quand même des protéines si tu veux perdre du gras tout en conservant ta masse musculaire. Parce que c'est deux choses différentes. Perdre du gras, tout simplement, et perdre du gras tout en conservant sa masse musculaire. Si tu es en déficit calorique mais que tu arrêtes l'activité physique et que tu ne prends pas de protéines, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du gras, mais tu vas aussi perdre de la masse musculaire. Et en général, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Par contre, si tu veux perdre du gras et conserver ta masse musculaire, voire prendre un petit peu de masse musculaire, c'est possible. Je vais en reparler un peu plus tard dans les autres questions. Il va falloir, à côté de ton déficit calorique, il va falloir avoir un bon apport en protéines. Donc pour conserver ta masse musculaire, je te conseille au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et il va falloir aussi faire de l'activité physique et notamment de la musculation en faisant plusieurs entraînements par semaine, des entraînements intensifs avec des charges assez lourdes pour augmenter la tension musculaire et bien solliciter tes muscles pour ce qu'on appelle déchirer les fibres musculaires pendant l'entraînement et les reconstruire via l'apport en protéines. Si tu es en déficit calorique et qu'à côté tu manges des protéines et que tu fais du sport, quoi qu'il arrive, tu vas brûler du gras et tu vas plus ou moins conserver ta masse musculaire. Peut-être que tu vas en prendre, peut-être que tu vas en perdre légèrement. Quoi qu'il arrive, le gros du poids que tu vas perdre, c'est du gras et nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors, l'alimentation pour prendre du muscle, elle est essentielle. Il faut savoir que l'entraînement, c'est une bonne partie. Alors, tu as certaines personnes qui vont dire que pour prendre du muscle, c'est 50-50 entre l'entraînement et la nutrition. Tu en as d'autres qui vont dire que c'est 80 pour la nutrition et 20 pour l'entraînement. Moi, je te dis que dans la pratique, les chiffres ne sont pas si importants. Quoi qu'il arrive, tu dois faire les deux. Donc, que manger? Il va falloir avant tout manger beaucoup de protéines. Les protéines, c'est ce qui permet de reconstruire toutes les fibres musculaires qui ont été détruites durant tes entraînements. Et sans protéines, même si tu t'entraînes dur, même si tu soulèves lourd, même si tu tires ou tu pousses des charges lourdes, tu vas pas construire de muscle ou alors pas beaucoup, pas de façon optimale. Si tu prends beaucoup de protéines, c'est comme ça que tu vas optimiser ta prise de muscle, que tu vas prendre du muscle rapidement et que ça va bien compléter tes entraînements. Concernant les doses de protéines, si tu fais une sèche et que tu veux conserver ta masse musculaire, je dis souvent de prendre 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Maintenant, si tu veux prendre du muscle, si tu veux prendre de la masse musculaire, je te conseille entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire que si tu pèses aujourd'hui 60 kg, il va falloir idéalement viser 120 grammes de protéines par jour. L'avantage, c'est que tu peux le diviser en plusieurs repas. Par exemple, si tu vises 120 grammes de protéines par jour, tu peux très bien en faire 30 au petit-déj, 30 le midi, 30 à la collation de l'après-midi et 30 le soir. Tu peux très bien faire 40, 40, 40 et 10. À toi de les répartir. Idéalement, le corps assimile mieux lorsque les protéines sont réparties de façon équilibrée. Donc, l'idéal, c'est de bien les équilibrer. Mais voilà, maintenant, tu connais l'idée. Au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je ne te conseille pas forcément d'aller au-delà de 2, voire 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Parce qu'au-delà de ça, alors le corps ne les assimile pas de façon infinie. Donc, si tu fais 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est déjà largement suffisant. Et en plus, trop de protéines, ça peut te causer des problèmes de santé, ça va notamment acidifier ton organisme, ça peut te causer des douleurs articulaires, ça augmente le risque de blessure. Et en plus, voilà, tu vas beaucoup manger, tu vas trop manger, tu vas tout le temps être en digestion. Donc finalement, pas forcément dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Entre 1,7 et 2, tu es au top pour prendre du muscle.
Alors, pour les séries et les répétitions, effectivement, il n'y a pas une réponse dans la mesure où ça va dépendre de ton objectif. Quoi qu'il arrive, si aujourd'hui ton objectif c'est de prendre du muscle et idéalement à côté de perdre un petit peu de gras, ce qui est l'objectif, je pense, de la plupart des gens, notamment des débutants, il va falloir viser des séries qui comprennent entre 6 et 15 répétitions. Donc c'est assez large. Quand je dis 6 ou 15 répétitions, ça signifie qu'à la fin de ta série, il faut quand même que tu sois bien fatigué, que tu sentes que tes muscles commencent à être congestionnés. Si tu fais 15 répétitions à la fin de ta série et que c'est super facile parce que la charge est légère, tu ne vas pas faire de progrès, là tu es à côté. Par contre, si tu fais, je sais pas, 10 ou 12 répétitions et que tu sens que tu es quasiment à l'échec musculaire, là c'est que tu es sur la bonne voie, là c'est que tu soulèves suffisamment lourd et c'est que tu imposes suffisamment de tension musculaire à tes muscles. Donc c'est là que tu vas bien solliciter tes groupes musculaires et que tu vas derrière pouvoir construire du muscle. Donc moins de 6 répétitions, je ne te le conseille pas forcément, sauf si tu veux travailler à force, ok? Sauf si tu veux travailler ce qu'on appelle comme les powerlifters, si tu veux travailler en fait tes performances pour soulever le plus lourd possible et gagner de la force. Donc là, tu vas être à moins de 5 répétitions. Mais si tu es débutant, quoi qu'il arrive, je ne te conseille pas de faire cette méthode parce que déjà, tu risques de te blesser. Et on est sur des objectifs souvent de niveau plus avancé. Si tu vas au-delà de 15 répétitions, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler plus la résistance musculaire, plus l'endurance, parce que tu vas être sur des charges plus légères, d'accord? Si tu vas à plus de 15 répétitions, forcément, tu ne peux pas soulever ou tirer des charges lourdes si tu fais 20 ou 25 répétitions. Donc, on est plus sur un objectif de renforcement musculaire, de se tonifier, de retrouver la forme, éventuellement de reprise. Donc, c'est pas forcément ce que je te conseille si tu veux construire. C'est d'ailleurs pas ce que je te conseille si tu veux prendre du muscle. Reste sur des séries entre 6 et 15 répétitions. En général, autour de 10 répétitions, c'est parfait si tu veux construire du muscle. À côté de ça, c'est des exercices, vu que c'est des charges quand même assez lourdes que tu vas tirer ou soulever, qui vont aussi brûler de calories, beaucoup de calories. Donc, ça va t'aider à brûler un peu de gras en même temps de ta prise de muscle. Pour le nombre de séries, il n'y a pas forcément de règles précises. Je te conseille de rester, si tu fais des exercices polyarticulaires, si tu fais des séances d'environ 1 heure, ce que je te conseille, 3 à 4 séries par exercice. Pas descendre en dessous de 3 séries puisque la tension musculaire et l'intérêt de l'exercice va être limité. Maintenant, 4 séries, ça me paraît largement suffisant si tu fais 10 répétitions avec des charges lourdes pour rendre un exercice intéressant et productif, pour rendre un exercice bien efficace. À partir de 5 répétitions, ça me paraît beaucoup. Je te conseille qu'une fois que tu as fait 4 séries, on est sur les séries. Au dépasser 4 séries, je ne te conseille pas forcément. Je te conseille plus de varier tes exercices. Donc, par exemple, si tu fais du soulevé de terre, tu peux faire 4 séries au soulevé de terre et ensuite passer au développé couché et faire 3 à 4 séries au développé couché, tout en continuant avec environ 10 répétitions et des charges suffisamment lourdes pour voilà, bien sentir tes muscles travailler et pour sentir que tu commences à être fatigué à la fin de ta série. Alors, a priori, la réponse est oui. Augmenter la charge de travail, ça va être nécessaire si tu es débutant, puisque si tu restes sur des charges en fait légères tout le temps, tu vas voir que faire des progrès, ça va être difficile. Si tu, je sais pas, si tu fais du développé couché et que tu commences avec une charge de 20 kg, ce qui est normal au début pour bien maîtriser la technique d'exécution, pour connaître le mouvement et pour commencer à bien sentir les sensations au niveau des triceps et des pectoraux, si tu restes sur 20 kg, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas pas pouvoir faire de progrès. Tu vas simplement te tonifier, mais la prise de masse musculaire, elle va être hyper limitée. Donc ce qu'il va falloir, c'est augmenter petit à petit les charges pour arriver à des charges beaucoup plus conséquentes qui vont augmenter la tension musculaire et vont pouvoir rendre tes entraînements plus efficaces. Maintenant, il y a quand même quelques remarques que je vais te faire par rapport à ça. La première chose, c'est hyper important, c'est de bien maîtriser la technique d'exécution avant d'augmenter la charge. Notamment sur des exercices comme le soulevé de terre ou le squat, où tu peux rapidement te blesser, que ce soit au niveau des genoux ou en bas du dos, notamment en bas du dos. Il faut bien maîtriser la technique d'exécution, par exemple en gardant le dos droit, avant d'augmenter la charge de travail. Je connais beaucoup de gens qui se font mal en augmentant trop vite la charge de travail, ils ne maîtrisent pas encore l'exercice et ça se traduit en blessure et finalement voilà, tu dois rester au repos pendant plusieurs semaines, c'est contre-productif parce qu'après ta prise de muscle est limitée. Maintenant, ça c'est donc la technique d'exécution, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est que tu ne vas pas pouvoir augmenter indéfiniment ta charge de travail. Si au développé couché, tu commences à 20 kg, disons dans 2 semaines, tu passes à 30, dans 2 semaines, tu passes à 40, etc., tu ne vas pas pouvoir arriver jusqu'à 300 kg. Donc, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le poids que tu soulèves ou que tu tires
n'est pas le seul indicateur pour augmenter ta marge de progression. C'est un très bon indicateur, c'est une très bonne variable sur laquelle tu peux jouer au début pour commencer tes entraînements quand tu es débutant. Mais il y a d'autres variables sur lesquelles tu vas pouvoir jouer une fois que tu arrives à des charges assez lourdes. Je pense notamment au nombre de répétitions. Tu peux augmenter le nombre de répétitions. Si par exemple tu fais des séries lourdes avec une charge lourde de 8 répétitions, tu peux garder la même charge de travail mais passer à 10 ou à 12 répétitions. Tu vas augmenter le volume d'entraînement et donc ça va rendre tes entraînements plus intéressants autant pour prendre du muscle que pour perdre du gras. Tu peux jouer aussi sur les temps de repos. Si par exemple tu prends 1 minute 15 aujourd'hui pour faire des séries avec 80 kg au développé couché et que tu fais 10 répétitions, tu peux garder le même nombre de répétitions, tu peux garder la même charge, mais ton temps de repos, tu peux le réduire pour passer à 1 minute par exemple. Okay, ça va rendre ton entraînement plus intensif et ça va augmenter, tu auras une bonne marge de progression, ça va te permettre de progresser. Donc, réponse à la question, oui, tu peux augmenter la charge de travail, oui, tu dois augmenter la charge de travail, surtout au départ pour augmenter la tension musculaire, mais à terme, tu vas forcément arriver à des limites et tu peux jouer sur d'autres variables pour continuer à progresser. Alors, excellente question. Doit-on aller jusqu'à l'échec musculaire? Alors, pour rappel, si tu ne sais pas ce que c'est l'échec musculaire, vulgairement, c'est le terme qu'on utilise quand tu n'arrives plus à soulever ou à tirer une charge. Par exemple, au développé couché, voilà, tu fais 8 séries, à, je sais pas, 80 kg et tu n'arrives plus à pousser la charge. Là, c'est ce qu'on appelle l'échec musculaire. Donc, doit-on arriver à l'échec musculaire? Alors, traditionnellement, la question est intéressante parce qu'il y avait certains coachs qui, on va dire dans le temps, traditionnellement, quand j'ai commencé, on me l'avait conseillé, d'arriver jusqu'à l'échec musculaire, puisqu'en apparence, c'est ce qui va te permettre une grosse tension musculaire. Forcément, si tu arrives jusqu'à l'échec musculaire, c'est que tu te donnes à 200%, c'est que la charge est suffisamment lourde pour rendre l'exercice intéressant. Ok, mais on va dire, c'est cette école-là ou ce que ces gens qui vont te conseiller n'ont pas forcément pensé, c'est que si tu arrives jusqu'à l'échec musculaire, notamment dans les premières séries, pour continuer à faire des séries complètes et intensives dans les séries qui vont suivre, ça va être difficile. Je te garantis que si tu fais quelques exercices et que tu arrives jusqu'à l'échec musculaire, tu vas très vite être hyper fatigué. Résultat, ta séance d'entraînement va devoir être plus courte et résultat, ton volume d'entraînement va être plus limité. Moi, ce que je te conseille, et tu vas voir que c'est beaucoup plus productif, c'est de t'arrêter à 1 ou 2 répétitions avant ton échec musculaire. Si par exemple tu fais, on va rester sur le développé couché, c'est un exercice qui plaît beaucoup. Si tu fais du développé couché à 80 kg et que tu sens et que tu sais ou que tu ressens durant l'entraînement qu'à 10 répétitions, tu ne peux plus soulever cette charge, je te conseille de t'arrêter à 8 ou 9 répétitions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que garder ce petit surplus, ça va te laisser un petit peu de jus, ça va te laisser un petit peu d'énergie. Et pour la prochaine série, tu vas pouvoir l'aborder avec plus de force. Parce que si tu arrives à l'échec musculaire, tu vas voir que 1 minute après, ça va être difficile de garder la même charge, le même poids et continuer à faire une série avec 10 répétitions. Maintenant, si tu laisses cette petite marge pour garder de l'énergie, ça va être plus facile de continuer sur des séries intensives avec des charges lourdes. Et à la fin de ton entraînement en général, dans sa globalité, va rester complet, va rester plus intensif, va rester finalement plus intéressant. Alors, c'est la question probablement que je reçois à peu près tout le temps. Peut-on prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Alors, a priori, la réponse est oui. En fait, prendre du muscle et perdre du gras en même temps, c'est deux choses c'est deux objectifs que tu peux faire ensemble, puisque prendre du muscle, pour rappel, il faut faire des exercices de musculation, si possible avec des charges lourdes, et il faut également un bon apport en protéines. Okay, si tu te rappelles dans les questions précédentes, j'ai dit entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Perdre du gras, il va falloir un déficit calorique, c'est-à-dire il va falloir réduire tes calories pour que tes apports caloriques finalement soient inférieurs à tes dépenses caloriques. Donc sur le papier, tu peux très bien avoir un programme alimentaire en réduisant tes calories, en augmentant tes protéines et à côté t'entraîner, faire de la muscu. Donc a priori la réponse est oui. Maintenant il y a plusieurs choses, il y a plusieurs remarques à faire, il y a plusieurs choses par lesquelles tu vas comprendre que cet objectif il est assez difficile. Déjà en apparence, tu vas voir que si tu réduis tes calories pour arriver au déficit calorique et perdre du gras et que tu augmentes tes protéines pour prendre de la masse musculaire, d'un côté on te demande de manger moins et de l'autre côté on te demande de manger plus. Donc ça veut dire que sur tes autres macros, à savoir les lipides et les glucides, il va falloir diminuer tes quantités. Et dans la pratique, tu vas voir que c'est difficile à tenir. Il y a certaines personnes qui peuvent vite être frustrées puisque tu vas devoir diminuer les graisses, diminuer les féculents et dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à tenir.
La chose suivante, la deuxième remarque que je veux faire, c'est que euh, quand tu fais de la musculation, si tu veux prendre du muscle, il faut faire souvent de la musculation, il faut faire souvent du sport. Si possible, il faut soulever des charges lourdes et ça te demande beaucoup d'énergie. Les calories, pour schématiser, pour vulgariser, ça correspond à l'énergie que tu as. Donc, si tu réduis ton apport calorique, si tu te retrouves en déficit calorique, tu vas être un peu plus faible, tu vas te sentir plus faible et c'est normal, c'est le corps humain qui réagit comme ça. Dans la vie de tous les jours, au quotidien, tu vas te sentir plus faible. Forcément, si tu te sens plus faible au quotidien et que tu fais régulièrement du sport, c'est un rythme qui est super difficile à tenir. Déjà, mentalement, c'est plus difficile à tenir pour rester motivé. Et en plus, la deuxième chose, c'est que voilà, faire de la muscu avec peu d'énergie, faire de la muscu avec des charges lourdes avec peu d'énergie, c'est quelque chose de plus difficile, c'est quelque chose qui va rendre tes entraînements forcément moins intensifs, moins intéressants à long terme. Et en plus, souvent, tu as plus de risques de te blesser lorsque tu es en déficit calorique, puisque tu te sens tout simplement plus faible. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que prendre du muscle et perdre du gras en même temps, c'est, je dirais, entre guillemets facile si tu as la bonne méthode et que tu es débutant, parce qu'en général, tu as souvent peu de muscles et tu es éventuellement en surpoids ou tu as un petit peu de gras à perdre. Maintenant, tu vas voir que tu vas arriver à un point au bout de plusieurs semaines, si tu es rigoureux, si tu es méthodique, où tu vas prendre du muscle, où tu vas perdre du gras, et la marge de progression va devenir de plus en plus difficile. En fait, plus tu perds du gras et que tu prends du muscle, plus faire les deux devient difficile, parce que tu vas devoir jouer sur les deux côtés, à la fois la prise de muscle et la perte de gras. Donc, dans la pratique, et enfin, dernière chose, tu sais que pour prendre du muscle, l'idéal c'est d'être en excédent calorique, puisqu'il faut augmenter les quantités, il faut avoir plus d'énergie, et perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Donc, on est sur deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux suivre ces deux objectifs en même temps quand tu es débutant, mais il faut savoir que c'est un objectif qui n'est pas facile, un, et que deux, qui n'est pas optimal, puisque pour prendre du muscle efficacement et rapidement, c'est mieux d'être en excédent calorique pour avoir de l'énergie, beaucoup manger, notamment beaucoup de protéines. Et voilà, à côté, d'être en déficit calorique pour perdre du gras. Donc, idéalement, une fois que tu vas arriver à un certain niveau, il va falloir soit choisir l'excédent calorique pour mettre la priorité sur la prise de muscle, ou les déficits caloriques pour mettre l'excédent pour la perte de gras, quitte à conserver ta masse musculaire en ayant des entraînements réguliers et en ayant une bonne quantité de protéines. Alors, sur la durée de la séance de musculation, moi, je te conseille de ne pas dépasser 1 heure. Si tu prends 1 minute de repos entre chaque exercice, je te garantis qu'en 1 heure, tu as le temps de faire plusieurs exercices, tu as le temps de solliciter plein de groupes musculaires et tu as le temps d'avoir un entraînement hyper intensif. Au-delà d'1 heure, je ne te le conseille pas, puisque si tu as déjà eu un entraînement hyper intensif pendant 1 heure, déjà tu n'auras plus beaucoup de jeu au bout d'1 heure et ça sert à rien de continuer juste pour continuer. Ok, il y en a qui font 1 heure et demie, 2 heures. Franchement, 1 heure c'est largement suffisant. Tu t'échauffes en 5-10 minutes, tu fais allez, 50 minutes d'entraînement, éventuellement 5-10 minutes d'étirement à la fin. Et si tu prends 1 minute de repos environ entre tes exercices, tu seras sur un entraînement déjà hyper efficace. Si tu fais 4 séances d'1 heure de muscu par semaine, pour la partie entraînement, là je ne parle pas de la nutrition, mais pour la partie entraînement, c'est largement suffisant pour, prendre du muscle efficacement et pour perdre du gras à côté efficacement en l'espace de quelques semaines. Alors, la quantité de protéines, ça c'est une question que je reçois beaucoup de la part de mes clients. Combien de protéines je dois prendre pour prendre du muscle? Alors, c'est en fait simple, j'en ai un petit peu parlé dans les questions précédentes. Pour prendre du muscle de façon efficace, je te conseille d'être entre 1,7 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Si tu veux conserver ta masse musculaire, par exemple si ta priorité c'est la perte de gras, je te conseille au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Dépasser 2 g de protéines par kilo de poids de corps, je ne te le conseille pas, parce que le corps n'assimile pas les protéines de façon continue et trop de protéines, c'est pas bon pour la santé. Donc tu risques en plus de prendre du gras vu que tu vas accumuler tes calories. Donc quoi qu'il arrive, je ne te conseille pas de dépasser 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, juste pour donner à titre d'exemple, si tu pèses 60 kg, ça va te demander de consommer 120 grammes de protéines par kilo, sur la journée, 120 grammes de protéines par jour. Si tu pèses 80 kg, ça va te demander de consommer 160 grammes de protéines par jour, etc., etc. Voilà, à toi de faire le calcul, à toi de bien calculer les protéines que tu consommes via toutes les valeurs nutritionnelles que tu as. Donc, pèse bien tes aliments pour connaître quelle est la quantité de protéines que tu consommes. Et tu vas voir qu'en fait, cette quantité de protéines, elle peut paraître difficile à atteindre si aujourd'hui tu es débutant et que tu n'as pas l'habitude de manger du poisson, des œufs, de la viande, etc. Mais si tu organises ton programme alimentaire de façon efficace, de façon productive, tu vas voir que c'est loin d'être impossible. C'est même facile en fait d'atteindre ces chiffres-là.
La viande, c'est hyper protéiné, le poisson, c'est hyper protéiné. Si tu prends des œufs, le chiffre, il s'envole directement. Donc, tu vas voir que si tu as une bonne source de protéines à chaque repas, tu fais disons 4 repas par jour, tu vas facilement atteindre ce montant, il n'y aura aucun problème. Le cardio pour perdre du gras n'est pas obligatoire. En fait, j'irai même plus loin en disant que le sport n'est pas obligatoire pour perdre du gras. Alors je sais qu'il y en a qui vont me crier dessus, il y en a qui vont m'insulter quand je vais dire cette phrase. Parce qu'en fait, pour perdre du gras, rappelle-toi qu'il faut être en déficit calorique. C'est la condition que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu aies 20 ans, que tu aies 60 ans, que tu fasses du sport, que tu sois sédentaire. Si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras. Si tes apports caloriques sont inférieurs à tes dépenses caloriques, tu vas perdre du poids et tu vas perdre du gras. Donc en apparence, si aujourd'hui tu as une dépense, tu as telle dépense calorique et que tu réduis tes apports caloriques via l'alimentation pour être en déficit calorique, tu vas perdre du gras. Maintenant, je ne te conseille pas forcément de te contenter simplement de l'alimentation parce que finalement, si tu as tous les moyens pour à la fois réduire tes apports caloriques via l'alimentation, mais aussi augmenter ta dépense calorique pour arriver à un déficit calorique plus efficace, bah, pourquoi pas s'en priver. Donc je te conseille de faire du sport de façon régulière. Pour la question du cardio, alors la musculation, déjà je fais de la parenthèse et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, même si la question porte sur le cardio. La musculation, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est un sport qui brûle énormément de calories. Surtout si tu fais des exercices polyarticulaires comme je te le conseille, surtout si tu soulèves et tu tires des charges assez lourdes comme je te le conseille. C'est un sport qui va aussi accélérer ton métabolisme et qui donc va te permettre de brûler des calories. Maintenant, le cardio, c'est aussi hyper intéressant pour travailler le cœur, pour travailler le souffle et pour brûler aussi beaucoup de calories si tu fais du cardio à haute intensité. Là, je vais faire la distinction. Traditionnellement, on conseillait de faire du cardio à basse intensité. Par exemple, il y a beaucoup de gens, notamment dans les anciennes générations, tu verras, qui vont courir 1 heure, qui vont courir 2 heures pour brûler du gras. Alors, oui, ça brûle des calories. Maintenant, ça brûle moins de calories à long terme qu'une séance à haute intensité que tu fais par exemple sur 15 ou 20 minutes seulement. Donc, ça paraît pas, mais c'est hyper court, mais c'est hyper intense. Cardio à haute intensité, c'est ce que j'appelle le HIIT. Okay, c'est une méthode qui est connue. C'est une méthode qui consiste à prendre des exercices de cardio. Ça peut être de montée de genoux, ça peut être du squat au poids du corps, ça peut être des jumping jacks, ça peut être des burpees. Voilà, tu as tous les exercices qui font travailler le cœur que tu peux prendre. Et cette méthode, elle consiste par exemple à faire 45 secondes d'un exercice où tu donnes à 200%, 15 secondes de récup. Et tu fais 6-7 exercices sur un cycle. Ensuite, tu prends 1 à 2 minutes de repos et tu fais plusieurs cycles. En 15 ou 20 minutes, je te garantis que tu vas être complètement mort. Tu n'auras qu'une envie, c'est de dormir et c'est de te reposer. Et l'avantage du cardio à haute intensité, au-delà du fait qu'il brûle sur le moment plus de calories que le cardio à basse intensité, c'est qu'il accélère le métabolisme. En fait, c'est une méthode que ton corps il va réagir à cette méthode en continuant à brûler des calories jusqu'à 48 heures après ton entraînement si ton entraînement est suffisamment intensif. Ce qui n'est pas le cas avec le cardio à basse intensité. D'accord ? Quand tu cours 1 heure, 2 heures, non seulement tu vas perdre plus de temps puisque tu restes plus longtemps à faire ton entraînement, mais le cardio à basse intensité n'accélère pas ou en tout cas très peu ton métabolisme. Donc pour être plus productif et pour gagner du temps et pour être plus efficace pour brûler des calories, je te conseille de compléter tes programmes de muscu, tes séances de muscu par du cardio à haute intensité que tu fais sur 15, 20, 25 minutes maximum. Tu n'as pas besoin de faire plus. Et voilà pour le cardio. Donc le cardio n'est pas obligatoire, mais je te le conseille pour compléter tes séances de muscu, puisque le cardio à haute intensité brûle énormément de calories, va augmenter ta dépense calorique. Et en plus de ça, le sport, c'est quelque chose de très bon pour la santé, c'est quelque chose avec lequel tu vas te sentir bien. Ce serait dommage de s'arrêter simplement à l'alimentation, puisque le sport, c'est quelque chose qui a plein de bienfaits, qui non seulement va t'aider à brûler du gras plus facilement, mais qui en plus va t'apporter plein de bonnes choses pour ta santé en fait. Alors, les blessures, effectivement, c'est une question hyper importante. Souvent, d'ailleurs, les débutants ne se posent pas la question des blessures et c'est dommage puisque c'est quelque chose qui est hyper pénible. Déjà, c'est pénible d'avoir mal, mais surtout, ça va te demander d'arrêter tes entraînements pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Quand c'est une tendinite, par exemple, un cas assez courant, ça va te demander d'arrêter tes entraînements pendant plusieurs semaines. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu es en pleine transformation physique? La plupart des gens perdent la motivation, tout simplement. Puisque tu as commencé ta transformation physique et arrêter l'entraînement pendant 1 mois, c'est très difficile à tenir puisque forcément ton corps va commencer à réagir de façon inverse, hein, de façon opposée. Et en plus, quand on ne s'entraîne plus, on a tendance à avoir envie à manger mal. Puisque quand on s'entraîne, souvent mentalement, on est plus fort pour bien manger des protéines peu caloriques, manger des fruits et légumes, etc., etc.
Donc, il faut à tout prix éviter les blessures. Alors, il y a plusieurs gestes en fait pour éviter les blessures. Il y a plusieurs astuces pour éviter les blessures. Déjà, premièrement, toujours bien t'échauffer avant tes séances de muscu et de cardio. Ça, je le répéterai jamais assez. Je vois trop de gens qui commencent à faire du sport sans s'échauffer. S'échauffer, ça ne demande pas 30 minutes pour s'échauffer toutes tes articulations, échauffer tous tes muscles. Ok, 5-10 minutes, c'est largement suffisant. Échauffe un petit peu tes articulations, tes poignets, tes genoux, un petit peu le cou. Fais 3-4 minutes, tu fais des exercices de muscu avec des charges très légères. Tu peux faire des exercices au poids du corps, comme du squat au poids du corps. Je te conseille de t'échauffer en faisant les exercices que tu vas faire durant ta séance. Par exemple, si tu veux travailler principalement, je ne sais pas, par exemple le soulevé de terre, je te conseille de t'échauffer en faisant du soulevé de terre, mais avec une charge très légère, voire directement au poids du corps, pour échauffer les muscles que tu vas solliciter en priorité. Okay, donc ça, c'est l'échauffement. 5-10 minutes, c'est largement suffisant, mais ces 5 ou 10 minutes vont t'éviter un max de blessures. Ensuite, toujours bien t'étirer. Alors, je te conseille surtout de t'étirer en dehors de tes séances d'entraînement, ok? Parce qu'à la fin de tes séances d'entraînement, les muscles sont encore à chaud et tu as quand même un risque de blessure. Donc, tu peux t'étirer à la fin de tes séances de muscu, tu peux faire des étirements statiques, ok? Mais je te conseille, le mieux, c'est de faire à la fin de si tu t'entraînes durant l'après-midi, à la fin de ta journée, pour te détendre, un peu avant de te coucher, un peu avant de dormir, faire une séance d'étirement qui vont optimiser la récupération des muscles et finalement réduire le risque de blessure. Donc on a l'échauffement, on a les étirements, beaucoup boire aussi, ok? Tu n'es pas forcément obligé de beaucoup boire pendant tes entraînements, mais avant ton entraînement, après tes entraînements et en dehors de tes entraînements, il faut beaucoup boire. Parce que l'eau, en fait, c'est la base de la base pour le corps humain. Il est principalement constitué d'eau et un corps trop sec et un corps qui peut rapidement se blesser. 4. Bien connaître les techniques d'exécution. Il y a trop de gens qui se blessent notamment en bas du dos en faisant un mauvais squat avec une mauvaise position ou un mauvais soulevé de terre. Maîtrise toujours bien la technique d'exécution. Sur mon blog, il y a tous les tutoriels pour bien maîtriser les exercices. Et donc répète-les, répète ces exercices sans charge ou avec des charges légères. Répète-les beaucoup de fois pour être sûr de ne pas te blesser. Et tu augmenteras la charge que quand tu maîtriseras parfaitement ton exercice. Et le 5e conseil que je donnerais, c'est l'alimentation. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Il faut savoir que ton corps a un niveau d'acidité, pour vulgariser, qui fait que si ton corps est trop acide, le risque de blessure augmente considérablement. Alors la question, c'est comment réduire le niveau d'acidité de ton corps. En fait, dans ton alimentation, tu as plusieurs types d'aliments. Tu as 2 types d'aliments pour simplifier. Tu as les aliments qui vont acidifier ton organisme et tu as les aliments qui vont basifier au contraire ton organisme. Et en général, de nos jours, la plupart des gens ont tendance à avoir un organisme trop acide. Pourquoi? Parce qu'ils consomment des aliments qui ont tendance à acidifier l'organisme. Alors, les aliments qui acidifient l'organisme, c'est, je dirais, les aliments que la plupart des gens consomment au quotidien. Donc, tu as tous les mauvais aliments, tout ce qui est sucrerie, tous les aliments industriels, ça acidifie énormément l'organisme. Tu as toutes les mauvaises graisses, d'accord, les graisses saturées que tu vas retrouver notamment dans la viande ou encore dans le fromage. Tu as toutes les céréales, donc tous les féculents, ça a tendance à acidifier l'organisme. Et tu as, ça va peut-être t'étonner, mais les protéines. Donc même si je conseille énormément les protéines pour construire du muscle, et tout simplement tu ne peux pas construire du muscle si tu ne manges pas de protéines, il faut savoir que les protéines ont tendance à acidifier ton organisme. Surtout les protéines qui sont grasses et très caloriques, comme la viande rouge. C'est pour ça que je conseille, en général, je déconseille, ou en tout cas de limiter la consommation de viande rouge. Mais alors la question, c'est de savoir quels sont les aliments qui vont basifier en fait ton organisme. Alors le premier type d'aliment qui va basifier un maximum ton organisme, ce sont les fruits et les légumes, et surtout les légumes. C'est pour ça que je te conseille toujours d'accompagner dans ton assiette ta source de protéines avec une bonne dose de légumes. Je dirais que la moitié de ton assiette en général, ça doit être des légumes. Okay, ça peut être n'importe quel type de légumes, ça peut être des poivrons, ça peut être des légumes verts, ça peut être de la salade, ça peut être du concombre, ça peut être des brocolis. Il faut toujours prendre des légumes. Si tu prends du poulet et du riz à chaque repas, en apparence, tu vas avoir l'impression de prendre du muscle, tu vas avoir un bon niveau d'énergie, mais à terme, tu vas droit dans le mur. Okay, tu vas acidifier ton organisme au maximum et tu risques des blessures. En plus, juste pour l'anecdote, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'un organisme acidifié, c'est pas simplement des blessures et des douleurs articulaires à la clé, d'accord? Ça peut aussi être ça
ça va abîmer ta peau, ça va abîmer tes cheveux, ça va abîmer tes ongles. En fait, ton corps, il va aller puiser des minéraux dans tes ongles, dans ta peau, dans tes cheveux pour compenser cette acidité. Donc, c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, qu'il faut éviter. Donc, il faut voilà, beaucoup de fruits et légumes. Tu as aussi toutes les sources de bonnes graisses qui sont intéressantes, ok, pour justement contrer cette acidité. Donc, par exemple, tu as l'avocat, tu as l'huile de colza, tu as l'huile de lin, tu as tout. Donc, tout ce qui est les oméga 3 notamment, tu vas retrouver dans les graines de chia, les graines de lin. Ce sont de très bons aliments que tu peux conseiller. Tu as aussi les poissons gras qui, même si ce sont des sources de protéines, restent intéressants dans cette optique-là. Donc, je te conseille notamment le saumon qui contient beaucoup d'oméga 3 et qui est justement très bon pour les articulations. Donc, la priorité, c'est de toujours, pendant tes collations, au moins un fruit, pendant tes repas, toujours une bonne dose de légumes pour accompagner tes protéines et tes glucides. Et c'est comme ça que tu vas avoir une meilleure alimentation optimisée pour réduire le risque de blessure. Alors, dernière chose pour compléter l'alimentation, c'est une bonne récupération. Les gens qui sont fatigués, les gens qui dorment mal, les gens qui en plus sont stressés ont tendance à se blesser beaucoup plus vite. Par contre, si tu fais des nuits de 7 à 8 heures de repos, avec une literie de qualité, si tu dors dans le noir, s'il n'y a pas de bruit, si tu es détendu, ton corps récupère mieux et tu as beaucoup moins de chances de te blesser durant tes entraînements. Donc voilà, tu as plein de conseils que tu peux appliquer pour éviter le risque de blessure. Il faut savoir que le risque de blessure, il n'est jamais à zéro. Okay, il y a toujours un risque, mais tu vas réduire considérablement ce risque de blessure si tu appliques tous les conseils que je te donne. Alors, les meilleurs exercices pour prendre du muscle rapidement, là, il n'y a pas de secret, c'est les exercices polyarticulaires. Ce sont les exercices les plus complets. Pardon. Alors, exercices polyarticulaires, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, mais avec le nom, tu l'as peut-être deviné. C'est des exercices qui sollicitent plusieurs articulations en même temps et a fortiori plusieurs groupes musculaires. Les plus communs, soulevé de terre, okay, qui travaille d'ailleurs en fait tous les muscles du corps, mais principalement la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, tous les muscles du dos, les adducteurs du rachis, etc., etc. Tu as également le squat qui sollicite les fessiers, les quadriceps, tous les muscles du dos. Il faut également les abdos bien contractés, donc le squat il est hyper complet. Tu as le développé couché, okay, qui va travailler les pectoraux, les triceps, l'avant de l'épaule, donc on est sur un exercice hyper intéressant. Tu as les tractions qui vont travailler tous les muscles du dos, qui vont travailler également les bras, notamment au niveau des biceps. Les pecs en général sont assez sollicités, tu as les abdos qui sont contractés. Voilà, ça c'est les exercices les plus complets pour les polyarticulaires les plus intéressants que tu dois régulièrement intégrer à ton programme de muscu. Même si tu veux travailler plus que le dos, que les pecs, même le développé couché, ce sont des exercices que tu dois intégrer à tes séances de muscu. Ce sont aussi des exercices, en plus d'être hyper intéressants pour prendre du muscle parce qu'ils sollicitent en fait plein de groupes musculaires, ce sont des exercices intensifs qui brûlent un max de calories. Vu que tout ton corps est sollicité, c'est aussi ton système nerveux qui va bien être sollicité et ce sont les exercices, si tu soulèves lourd, qui vont accélérer un max ton métabolisme et continuer à brûler des calories après tes entraînements. Les exercices d'isolation, si tu es débutant, je te conseille de les mettre de côté. Donc pour rappel, isolation, c'est les exercices qui sollicitent un muscle, seulement un muscle. Donc, par exemple, je sais pas, tu as les extensions mollets qui sollicitent seulement les mollets. Ce sont des exercices que tu peux faire éventuellement en fin de séance, de temps en temps pour compléter tes exercices polyarticulaires, mais commence toujours tes séances par des exercices polyarticulaires qui travaillent les principaux groupes musculaires, les plus puissants, qui vont te permettre de prendre rapidement du muscle, qui vont te permettre de rapidement prendre de la masse musculaire et qui sont les plus efficaces autant pour prendre du muscle que pour perdre du gras. Alors, la question de la méthode, elle est un peu plus spécifique. En fait, tu as plein de méthodes qui existent aujourd'hui, que tu as plein de méthodes à ta disposition que tu peux utiliser pour prendre du muscle ou pour perdre du gras. Les méthodes les plus connues, tu as la méthode en anglais qu'on appelle le full body, okay, donc c'est le corps dans son ensemble, c'est-à-dire que pendant une séance, en fait, tu vas solliciter tous tes groupes musculaires. Okay, tu vas travailler le dos, tu vas travailler les pecs, tu vas travailler les biceps, les triceps, les jambes, les fessiers, les mollets, etc. Tu as aussi la séance half body, qui consiste à travailler la moitié du corps, donc un jour par exemple le haut du corps et un autre jour le bas du corps. La troisième méthode la plus connue, c'est le split, qui consiste à travailler un ou deux groupes musculaires par séance pour diviser. Par exemple, le lundi, tu vas travailler triceps et biceps, le mercredi, tu vas travailler le pec et le dos, etc. etc. Si tu es débutant, moi je te conseille de rester sur le full body, puisque c'est la méthode avec laquelle tu vas pouvoir augmenter ta fréquence d'entraînement pour tes groupes musculaires. Aujourd'hui, si tu es débutant, tes muscles ne sont pas très sollicités, tu n'as pas beaucoup de masse musculaire et donc il va falloir continuer à travailler beaucoup tes groupes musculaires de façon régulière. D'accord? Donc, reste sur des exercices polyarticulaires complets.
reste sur un full body qui va te permettre de travailler tous tes groupes musculaires à chaque séance d'entraînement. Et si tu fais au moins 3 séances d'entraînement par semaine, c'est ce qui va rendre ton programme le plus efficace. Le split, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée aussi. C'est une méthode que moi j'utilise beaucoup, mais qu'en général je conseille plus pour les niveaux intermédiaires et avancés, puisque ta fréquence d'entraînement pour chaque groupe musculaire va être plus limitée. Par contre, c'est l'intensité que tu vas mettre sur chaque muscle qui va être plus intéressante. Ok, parce que par exemple, si une séance, elle est entièrement consacrée au triceps, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir faire 3, 4, 5 exercices sur les triceps. Et si c'est un muscle que tu veux muscler en priorité, ce type d'entraînement va être hyper efficace. Mais si tu es débutant, je te conseille de rester sur le full body, sur les exercices polyarticulaires. C'est le schéma à la fois le plus simplifié et c'est le schéma qui va te permettre de faire le plus de progrès de façon hyper rapide. Le half body, c'est pareil, je te conseille pas si tu es débutant. C'est-à-dire ça va séparer le bas du corps et le haut du corps, puisque si tu fais 3 séances par semaine, le risque du half body, c'est de ne pas assez solliciter certains groupes musculaires, que ce soit le bas du corps ou le haut du corps. Pareil, je te conseille de le garder quand tu auras un niveau intermédiaire, quand tu auras commencé à prendre du muscle, sécher un petit peu et que tu auras déjà une meilleure condition physique.